Nous allons démarrer. Bonsoir à vous. Je me réjouis vraiment beaucoup d'accueillir Gilbert Rist, que je n'avais jamais rencontré, et réciproquement, donc, en principe. Voilà. Et, évidemment, la conférence que va présenter Gilbert Rist s'inscrit dans le programme de cette année, à la fois eu égard à la question des inégalisations fortes, extrêmes, et puis à l'approche par, en l'occurrence dans ce second semestre, l'approche par le développement, et plus spécifiquement le développement humain. Donc ça s'inscrit très logiquement dans notre programme, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. C'était un des premiers invités que j'avais pensé à solliciter pour cette séance, pour ces séances. Et puis son invitation en fait s'inscrit aussi dans une autre logique pour moi, c'est que j'entretiens, comme certains d'entre vous le savent, un certain nombre de débats à distance à travers les années successives, avec des positions dont je ne suis pas véritablement proche, mais qui m'intéressent. Et ça vaut pour les invitations récurrentes que j'ai lancées. Nous en avons encore vu fonctionner une cette année, aux collègues qui se réclament de la philosophie sociale. Ça vaut aussi pour les pensées critiques du développement, on va dire cela comme ça, pour ne pas dire l'antidéveloppementisme. Oui. Si, alors, allons-y. donc, pour le courant antidéveloppementiste, donc, avec lequel, là aussi, j'entretiens une relation assez nuancée. Évidemment, et même, je dirais, de plus en plus, la discussion de la mondialisation ou de la globalisation, appelons ça comme on veut, me frappe et est importante. Disons que je suis même plus sensible maintenant à ces thématiques-là qu'il y a quelques années. On l'a senti d'ailleurs dans les 2 dernières années de ce séminaire. Et d'un autre côté, dans ce courant de pensée qui a son importance et sa richesse, beaucoup d'auteurs de surface, je veux dire d'ampleur, dans ce courant, il y a des éléments qui me gênent et donc dont j'apprécie de discuter. Je l'avais fait il y a quelques années avec Serge Latouche, je vous l'avais dit. Ça avait été une séance d'une grande franchise dans la séance elle-même et dans le dîner de travail qui suit et qui suivra aussi là. Mais c'était des accords assez sensibles, même si l'expression du désaccord avait été très courtoise et agréable. Voilà. Je pense que ce sera de même. À vrai dire, mon intention et mon espoir, c'est présumer beaucoup de ce qui peut se passer, ce serait que j'aperçoive une sorte de différence entre vos positions et celles de la touche, et que dans le courant, quand on est polémique, on dit dans la nébuleuse anti-développementiste, quand on n'est pas polémique, on est dans le courant de pensée riche et important de la société au développement, c'est-à-dire même la touche, Rayema, d'autres, il y a des distances, des nuances, et qu'on voit les points d'accord et de désaccord. Voilà. Donc je trouvais que pour toi, écoutez, le plus simple est que cela est prévu, les horizons étant donnés, vous avez été présenté par l'envoi de votre secrétariat, vous aviez dit, donc tous les présents vous êtes vous avez écrit de plus récemment, c'est-à-dire donc je vous donne la parole. Nous avons à peu près 1h15, 1h10 pour pouvoir il y aura une discussion avec votre répondant. Plutôt 1h10 maximum pour que M. Puech puisse intervenir pleinement comme répondant. Et puis il y aura une discussion à partir de la tribune et avec la salle, si la salle le souhaite, ce qui n'est pas toujours le cas. Je souhaite que la salle intervienne. Voilà. Donc je vous remercie encore. Et Merci. Je vous en prie. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là parmi vous. Et je disais à M. Renaud tout à l'heure que j'étais un petit peu perplexe parce qu'on avait
successivement envisagé 3 titres différents. Alors, on a commencé par dire les alternatives au développement et à l'aide au développement. Ensuite, moi, j'avais proposé l'aide au développement et le développement. Est-il possible de combattre le mal par le mal? C'est le bon sujet, c'est le bon intitulé. Après, alors, je sais pas. Et puis après, il y avait l'aide au développement mérite-t-elle encore son nom? Bon. Alors, j'ai essayé de faire une sorte de synthèse de ces... d'où est sortie la troisième formulation. Si Peu c'est pas de vous, ça va épater. Peu importe, peu Donc, en importe. tout cas, c'est vrai que la formulation retenue, c'était l'aide au développement combat-t-elle le mal par le mal. Oui, Moi, je tiens à celle-là. Oui, mais c'était un peu scabreux quand même, parce qu'on a l'impression que j'allais vous faire un cours d'homéopathie, c'est-à-dire qui permet de combattre la maladie en injectant aux malades d'une petite dose du même poison pour tenter de le guérir, comme si l'aide au développement, qui est effectivement un mini-poison, allait permettre de combattre le gros poison du développement. Mais enfin, j'ai retenu quand même de nos échanges qu'il y avait 3 choses qui vous intéressaient dans la perspective critique, le développement, l'aide au développement et éventuellement les alternatives. Donc voilà, grosso modo, je vais me tenir à ces 3 moments pour essayer de présenter mon propos, j'espère le plus succinctement possible. Alors évidemment, aujourd'hui, le développement, je ne sais pas si le développement est encore très à la mode. Des amis évidemment critiques du développement comme Wolfgang Sachs et Gustavo Esteva avaient écrit il y a quelques années, c'était à la fin du siècle dernier, un livre qui s'intitulait « Des ruines du développement ». Je pense qu'ils ont été un petit peu trop... c'est un peu prématuré de prononcer déjà l'oraison funèbre du développement. Il essaye de se maintenir, mais enfin, il y a quand même aujourd'hui, et j'essaierai d'expliquer pourquoi, une espèce de chute, en tout cas, du grand espoir que le développement avait suscité au milieu du siècle dernier. Alors, je vais essayer de faire, d'une part, une double critique à la fois du développement et de l'aide publique au développement, et puis essayer de vous présenter ce qui me paraîtrait être les solutions de rechange, les alternatives, comme on dit en franglais, à ces sujets. Alors, peut-être que pour expliquer un peu ma position, parce que finalement... il faut toujours dire pourquoi on parle de là où l'on parle. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que ça serait trop long, mais j'aimerais commencer par dire que par rapport au développement qui a été, je crois, un des derniers grands récits du XXe siècle, qui a été vraiment la source d'un enthousiasme profond, qui a été évidemment, ce grand récit s'est construit largement à cause de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique d'alors. Dans le cadre des Nations Unies, par exemple, comme les 2 blocs, comme on disait, n'étaient d'accord sur rien, il y avait une chose sur laquelle, au moins, ils étaient d'accord, c'était le développement, et par conséquent, ce grand récit a prospéré à la faveur de cet antagonisme, d'une part, mais aussi parce qu'il suscitait des espoirs. Et je dois dire, pour commencer, que j'y ai cru. Donc, j'ai été moi-même, au début pas de ma vie, mais de ma vie active, disons, j'ai été aussi un fidèle du développement, et c'était dans les années 60, au moment où John Kennedy avait lancé la décennie du développement. À l'époque, on pensait qu'en une décennie, tous les problèmes de développement seraient réglés. Après, il y a eu la 2e décennie, et puis après, on a arrêté de compter, donc voilà. Mais on disait la décennie du développement, comme si en 10 ans, on allait régler tous les problèmes. Et c'est vrai que dans les années 60, où j'enseignais à l'époque en Tunisie, tout semblait possible. Tout semblait possible. Il
il suffisait qu'on sorte pour les pays ex-colonisés des mauvaises habitudes prises sous la colonisation et tout allait marcher et la croissance allait s'installer partout et le niveau de vie des pays du Sud allait nécessairement rattraper celui des pays du Nord. Et ça a été la grande période tiers-mondiste, source encore une fois d'un espoir immense. Il s'agissait de combattre à la fois les séquelles du colonialisme et l'impérialisme, l'échange inégal, etc. Et voilà, on était dans une période de croyance, on était des fidèles. Bon, là-dessus, je suis arrivé à l'Institut universitaire d'études de développement à Genève, qui avait cette particularité par rapport à d'autres institutions universitaires d'être en même temps régisseur de projets ou gestionnaire de projets de développement pour le ministère de la coopération suisse. Voilà, avec quelques collègues, je me suis dit, voilà, c'est une occasion, comme on avait toutes les archives de tous ces projets à disposition, d'essayer de voir comment fonctionne l'aide au développement. Donc, nous nous sommes plongés dans des archives. Et j'avoue que les résultats de ces archives étaient plutôt décevants parce que on parlait beaucoup dans les échanges de courriers. Il n'y avait pas encore le courriel à l'époque, mais enfin, au moins on avait des traces écrites sur du papier. On parlait beaucoup de la vie des coopérants, de leurs problèmes, de ci, de ça, etc. On parlait très peu des résultats du développement. Donc, après cette première expérience sur l'aide au développement, nous nous sommes dit qu'il fallait réfléchir en anthropologue à la notion de développement lui-même. Pourquoi je dis en anthropologue ? Parce qu'il s'agissait d'examiner les pratiques du développement et pas seulement les espoirs qu'on plaçait en lui ou les discours qu'on tenait sur le développement. Donc, si vous voulez, pour faire image, il s'agissait d'imaginer un anthropologue martien qui débarquerait sur notre planète et qui voudrait s'intéresser au développement. Alors, vous êtes martien ou martienne et vous allez vous intéresser au développement. Où est-ce que vous allez ? Vous n'allez pas là où il n'existe pas encore, c'est-à-dire, sans vexer personne, au Burkina Faso, au Pérou ou en Indonésie. Vous allez voir où il existe, Et finalement, si on veut savoir ce qu'est le développement, il faut regarder ce qui se passe dans les pays qu'on dit être développés. Donc, je pense que ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais étudiant, je m'intéressais déjà au développement et je voulais faire une fois un séminaire sur les questions de développement. Je suis allé voir mon prof et puis je lui ai dit, écoutez, voilà, j'aimerais faire mon travail de séminaire sur un pays en voie de développement. Et il m'a regardé avec un petit sourire ironique et il m'a dit, vous voulez parler de la Suisse ? J'ai trouvé ça sur le moment parfaitement stupide. Et finalement, je me suis dit, mais il avait tout à fait raison. Parce que la Suisse, comme la France d'ailleurs, comme tous les pays dits développés, veulent continuer de se développer. C'est quand même... enfin, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans nos pays ? Sinon, on attend avec espoir le retour de la croissance, c'est-à-dire le développement. Et par conséquent, le développement n'est pas un privilège des pays qu'on disait du Sud, mais c'est quelque chose qui est né chez nous. Et je crois que cette représentation du monde du développement, parce que je crois que c'est effectivement une catégorie de notre imaginaire, c'est presque une religion, je suis convaincu que c'est une spécificité occidentale. Pour prendre la preuve par l'inverse, je me suis souvent amusé quand j'enseignais à l'Institut, où on avait un public étudiant
qui venaient du tiers-monde. À peu près la moitié de nos étudiants étaient des gens qui venaient du pays du Sud. Et je leur disais, mais attendez, vous allez bientôt avoir votre diplôme de l'Institut, vous allez rentrer chez vous, enfin on espère qu'ils rentrent chez eux, ça n'a pas toujours été le cas, mais enfin, vous allez rentrer chez vous avec votre diplôme, et votre grand-mère, qui ne parle ni le français, ni l'anglais, ni aucune des langues occidentales, elle va vous dire qu'est-ce que tu allais faire à Genève. Et vous allez devoir lui expliquer que vous avez maintenant un diplôme en études de développement. Comment est-ce que vous allez traduire développement dans votre langue à vous? Généralement, la question se heurtait à un profond silence. Parce que dans les langues africaines ou les langues, le quechua ou l'aymara, etc., la traduction du mot développement, c'est juste impossible, sauf à utiliser de longues périphrases, travailler pour la maison de son père, travailler afin de redistribuer. Et la traduction la plus jolie que j'ai, la plus poétique, disons, que j'ai entendue, venait d'un Aymara qui m'a dit oh là là, c'est compliqué la question que vous me posez, mais enfin, je crois que si on veut traduire développement en Aymara, ça fait travailler joli pour le prochain lever du soleil. J'ai trouvé ça merveilleux. Mais effectivement, ça ne signifie toujours pas développement tel que nous l'entendons. Alors, si je dis que c'est une spécificité occidentale, il faut essayer d'en trouver l'origine. Je pense que l'origine remonte à la fameuse affaire des enclosures de l'Angleterre au XVIe, XVIIe siècle, où on a privatisé, pour prendre un terme moderne, privatisé les biens communs et exclu de leur usage ceux qui en étaient les ayants droit, et que ces ayants droit affamés d'une certaine manière parce qu'ils ne pouvaient plus aller profiter, mettre leurs moutons sur les pâtures communes ou aller chercher le gibier dans les forêts, ont été obligés de s'engager dans les manufactures qui venaient de se créer à ce moment-là en Angleterre. Mais plus précisément, si vous voulez, moi j'ai une date un peu fétiche comme ça. Enfin, j'aime bien parler de ça. Je crois que je connais la date de la naissance du développement. Et cette date, c'est 1776. 1776, pourquoi? Parce qu'il s'est passé trois choses. 1776, rappelez-vous vos cours d'économie, c'est la publication par Adam Smith de La richesse des nations. Donc c'est globalement l'invention de l'économie. Alors je sais bien qu'avant il y avait Aristote, Bois-Guilbert et d'autres, mais enfin l'économie telle qu'on l'enseigne aujourd'hui dans les universités remonte quand même, le père fondateur, c'est Adam Smith, 1776. Deuxième chose, 1776, c'est la déclaration des droits et la déclaration d'indépendance des États-Unis. Je suis désolé pour les Français, ce n'est pas 1789, mais c'est 1776, la déclaration des droits états-uniens qui proclame pour la première fois le droit au bonheur. Ah, c'était quand même une révolution. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose qui marque cette année 1776, c'est le perfectionnement de la machine à vapeur par le regretté James Watt. Alors, avec cette machine à vapeur, tout change. Tout change, c'est-à-dire que l'énergie qui était autrefois produite par des moulins à vent ou des moulins à eau, ou par la traction animale ou par l'effort humain, est maintenant
fabriqués par des machines à feu, comme on disait au début du XVIIIe siècle, des machines à feu qui s'alimentent à des ressources fossiles. D'accord, James Watt a commencé avec le charbon, mais enfin, avec le bois, mais enfin, on a très vite passé au charbon, qui est du bois fossilisé finalement, et on a passé du charbon au pétrole, puis à l'énergie nucléaire, etc. Je ne vous fais pas un cours sur le développement de la société thermo-industrielle, puisque nous sommes dans une société thermo-industrielle où l'énergie est produite par la chaleur. Donc, pourquoi est-ce que c'est une révolution ? C'est une révolution parce que, alors qu'avec les ressources naturelles, les moulins à vent, l'énergie animale, etc., on peut avoir une croissance limitée pendant une période illimitée, tandis que si l'on utilise des ressources fossiles, qui sont par définition limitées, on peut avoir une croissance exponentielle pendant un temps relativement limité, et par conséquent, on est dans un tout autre paradigme. On est dans un tout autre paradigme, et je crois que ces trois événements qui sont, pour me répéter, la fondation de l'économie par Adam Smith, la déclaration de l'individualisme, d'une certaine manière, des droits humains individuels, et la transformation énergétique, le passage des ressources énergétiques, des ressources biotiques ou des ressources naturelles, si vous voulez, aux ressources fossiles, est une date qui a définitivement transformé la manière dont nous vivons sur cette planète. Alors, j'en viens à ma définition du développement, qui est fondée, encore une fois, alors je ne dis pas que j'en suis... Peut-être que je vais vous paraître cynique, mais voilà, je ne veux pas dire que je suis ravi que ça se passe comme ça, je vous dirai après pourquoi je ne suis pas ravi, mais enfin je crois qu'il faut être un peu réaliste, objectif, et essayer de comprendre ce que signifie le développement à partir, encore une fois, c'est le regard anthropologique, des pratiques sociales et non pas des discours que l'on peut tenir sur le développement. Alors j'ai une définition dans mon bouquin, j'ai une définition longue, mais enfin je vous l'épargne, je vous donne la version brève. La version brève, c'est le développement, signifie la transformation de la nature et des relations sociales en biens marchands. Vous pouvez ajouter pour la demande solvable, pour être tout à fait clair. Transformation et destruction, il faudrait ajouter, parce que quand on produit, en même temps on détruit. Transformation et destruction de la nature et des relations sociales en biens marchands. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que transformation de la nature en biens marchands, premier exemple évident, c'est la terre. La terre, je vous rappelle que, sauf erreur de ma part, M. Renaud me corrigera si je dis des bêtises, mais jusqu'en 1789, à la Révolution française, on ne pouvait pas acheter de la terre. Il y avait deux moyens de se la procurer, de devenir propriétaire terrien, c'était soit de faire la guerre au voisin et de lui prendre son territoire, soit de manière un peu plus sympathique, d'épouser sa fille et de pouvoir recevoir la terre en héritage. Donc voilà, transformation de la terre en bien marchand. Ça a commencé avec les propriétés ecclésiastiques, mais enfin ça s'est largement répandu ensuite. La même chose avec l'eau. Après la terre, il y a eu l'eau. Ensuite, bien sûr, il y a eu toutes les ressources minérales dont on avait besoin pour l'énergie et qu'on peut acheter et vendre. Et alors, bon, ces droits de propriété aujourd'hui sur la nature se multiplient. On peut penser à la biodiversité, on peut breveter, c'est-à-dire privatiser
des gènes pour fabriquer des OGM et toutes sortes d'autres choses. On peut breveter le vivant pour en faire des biens marchands, et ça fait partie du développement. La bio-ingénierie aujourd'hui, c'est quand même une partie de l'industrie de pointe. Ça, c'est quelques exemples de transformation de la nature, transformation aussi des relations sociales. Avant, on ne pouvait pas tellement acheter le travail humain. Les premiers qu'on a achetés, c'était ceux qu'on appelait les soldats ou les mercenaires. Ça, on pouvait acheter des gens à qui on donnait une solde et qui étaient les premiers finalement qu'on a pu embaucher contre de l'argent. Et ensuite, bon, ça c'était la forme primitive, si vous voulez, qui existe depuis fort longtemps. Mais le travail salarié est quelque chose de nouveau qui est né de nouveau avec la révolution industrielle. Ça m'a amusé parce que j'ai une fois exposé ces convictions devant un public d'étudiants un peu comme le vôtre, mais c'était au Mali, à Bamako, à l'université de Bamako. Et au moment où j'expliquais ça, le prof qui m'invitait m'a interrompu, puis il a dit aux étudiants, il a dit, voyez, vos grands-parents maliens, quand les colonisateurs sont arrivés, ils refusaient de travailler contre de l'argent. Il a fallu les faire fonctionner au fouet et à la chicotte. Et puis maintenant, vous êtes tous là sur les bancs de l'université. Pourquoi ? Pour apprendre à vous vendre. Et par conséquent, finalement, à quoi sert l'université, sinon à permettre à chacune et chacun d'entre vous, quand vous aurez votre diplôme, de vous vendre au prix que j'espère pour vous le plus élevé possible. Voilà. Donc le travail salarié, c'est quelque chose de nouveau, et tout ça se complique, toutes sortes de choses, ce qu'on appelle les services à la personne, les agents d'ambiance, les promeneurs de chiens, toutes ces choses qu'on peut acheter, les crèches qui remplacent les grands-parents, les agences matrimoniales qui remplacent les bals à la campagne, etc., etc. Et le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, n'est-ce pas? Maintenant, on peut acheter des droits de polluer, un marché du carbone. Il y a la privatisation des plages. En Italie, en Grèce, ça m'a frappé. Vous ne pouvez plus aller à la plage sans payer. On a aussi demandé aux Grecs de vendre leurs îles parce que ça permettrait de rembourser la dette. Mais bon, tout devient possible à cause de cette omnimarchandisation. On peut acheter des pièces de rechange du corps humain, racheter des cornets, racheter des reins, des foies, ce que vous voudrez. Il y a des banques de sperme, il y a tout le débat sur la gestation pour autrui, la location d'utérus, ce que vous voudrez. L'éducation, la santé sont de plus en plus privatisées, comme vous le savez, hélas. Encore une fois, l'université, c'est permettre aux gens d'apprendre à se vendre. Il y a des milices privées, etc. Bon, jusqu'où on va aller, je n'en sais rien, mais c'est clair que ce mouvement est enclenché et je crois que voilà qu'il existe évidemment chez nous. Et il existe aussi dans les pays du Sud, bien entendu. Il est probablement encore plus violent parce qu'il n'est pas freiné par des contrepoids institutionnels, mais il est au contraire accéléré par la corruption, par la vente ou la location de terres à des multinationales ou à des États étrangers, par la domination de grands acteurs comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire, etc. Et je crois que la vision tropicalisée, j'allais dire, du développement est encore plus grave que celle que nous connaissons chez nous. Voilà, donc ne croyez pas que
je sois ravi de vous présenter les choses ainsi, mais je crois qu'il faut avoir le courage de voir les choses telles qu'elles sont, essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons, et même si ça ne nous fait pas plaisir, mais enfin c'est aussi une manière peut-être de lutter contre cette nouvelle démesure, d'une certaine manière. Alors, voilà pour le développement. Je vous en ai donné ma définition. Je passe brièvement à l'aide au développement. En fait, j'avais presque envie de n'en pas parler. Simplement pour une chose, c'est parce que les chiffres de l'aide au développement sont tellement insignifiants par rapport à l'ensemble de ce qui se passe dans le monde du développement tel que je viens de le décrire tout à l'heure, que finalement on se demande si ça vaut encore la peine de mentionner l'aide au développement. J'attends, on avait souhaité, on avait espéré à la première conférence de la CNUSED en 1964, si mes souvenirs sont bons, d'arriver à 0,7% du PIB des États de l'OSCE qui serait consacré à l'aide publique au développement. On en est, je crois, en moyenne à l'OCDE aujourd'hui autour de 0,3%, quelque chose comme ça. C'est juste insignifiant. J'attends. Ce que les grands magasins comme Carrefour ou Super U appellent la démarque inconnue, c'est-à-dire la fauche pour parler français, c'est beaucoup plus que 0,3%. Mais ça fait partie, c'est inclus dans le chiffre d'affaires, et on sait que dans tous les grands magasins, il y a une partie des choses qui sont censées être vendues, qui disparaissent, qui ne sont jamais payées. Il y a des fraudeurs, et puis voilà. Bon. Mais si c'est 0,7%, personne ne s'en inquiète, et ça ne va pas modifier vraiment la santé, comme on dit, d'une entreprise comme Carrefour ou Leclerc ou qui vous voulez. Je ne fais de réclame pour personne. N'empêche que au moment où l'aide au développement a été lancée sur le marché des idées, pour dire les choses comme ça, par le président Truman en 1949, dans son fameux point 4, où il annonçait une nouvelle ère de développement, un vaste programme qui allait révolutionner l'ensemble du monde et qui allait permettre aux pays ex-colonisés de vaincre, comme il disait, leurs ennemis de toujours, à savoir la pauvreté et la faim. Après 60 ou 70 ans, depuis 1949, où en sommes-nous aujourd'hui? J'allais dire pas très loin. En revanche, ce qu'il faut souligner, et ça je crois qu'il faut aussi le dire, c'est l'importance des bonnes volontés que cette aide au développement a suscité. J'attends, si on essaye de voir l'ensemble des gens qui se sont investis, impliqués dans l'aide au développement, pas seulement à travers les organisations onusiennes qui sont des grosses machines, qui fonctionnent un peu lourdement, disons, mais si vous pensez à la myriade d'ONG, de bonnes volontés qui se sont investies dans le développement, c'est absolument invraisemblable. Et bon, il y a aussi... C'est un business, l'aide au développement, c'est un business... c'est une branche industrielle assez bizarre parce que vous n'êtes pas tenu au résultat, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans le nouveau système de management, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît qu'on a fait des erreurs, mais le slogan c'est toujours « nous allons tirer les leçons des erreurs du passé ».
Donc, faites des erreurs, peu importe, de toute façon, ça sera bon pour pouvoir en tirer des leçons, et on va avancer et on continue, et finalement, l'histoire de l'aide au développement, du développement, c'est l'histoire d'échecs répétés dont on a pensé tirer les leçons, et je ne suis pas sûr qu'on les ait tirées. Alors, bien sûr, il y a des gens qui en ont bénéficié, ça, c'est sûr, il y a des gens qui ont bénéficié du développement, notamment des courtiers du développement, comme on les appelle, c'est-à-dire des gens qui, dans le tiers-monde, ont toutes sortes de projets dans leur mallette à vendre aux gens qui passent par là, etc. Alors, bon, je ne vais pas entrer dans les chiffres. Je ne vais pas incriminer la France qui baisse ses budgets d'aide au développement à cause de la crise, qui sont en recul de 20% depuis 1912, si j'en crois un dernier rapport de la Cour des comptes. Mais bon, la France reste quand même le 5e donateur des pays de l'OCDE, et le total des pays du comité d'aide au développement de l'OCDE, c'était à peu près 135 milliards de dollars l'année dernière. Bon. Comment on calcule l'aide publique au développement? Je n'entre pas non plus là-dedans, parce que c'est plein de choses qui n'ont rien à y faire, qu'on utilise simplement pour faire gonfler les budgets. Alors, bon, je ne sais pas quoi, l'abandon de dettes, par exemple, je viens d'apprendre que les dettes aux pays qui viennent d'être qui ont tristement souffert du virus Ebola, la Sierra Leone, le Guinée-Bissau, etc., on leur a remis un certain nombre de dettes. Donc voilà, ça va entrer dans les budgets de développement. Les bourses d'études pour les étudiants étrangers en Suisse comme en France font partie de l'aide publique au développement. Les allocations, en tout cas en Suisse, offertes aux demandeurs d'asile qui viennent des pays du Sud, sont comptabilisées parmi l'aide au développement, etc., etc. Sans parler de l'aide militaire, par exemple, des États-Unis, c'est la part des États-Unis qui est le premier contributeur, évidemment, mais enfin, si vous additionnez l'aide des États-Unis à l'Égypte et à Israël, ça fait au moins la moitié du budget. Et puis, ça c'est le développement. Enfin, faites attention parce que vous avez perdu quelque chose là. Un des problèmes de l'aide au développement, et j'ai des chiffres pour la Suisse, je n'ai pas les chiffres récents, mais les chiffres que j'ai eus de la Suisse, c'est que pour chaque franc investi ou donné pour l'aide au développement, la Suisse reçoit en retour 1 franc 28 ou 1 franc 30. Donc finalement, le retour sur investissement, si vous voulez, est considérable, et je ne suis pas sûr que ça soit un effet de la générosité des sociétés nationales que de donner de l'aide au développement. Alors, bon, est-ce que tout est négatif? Moi, je ne suis pas prêt non plus à dire qu'il faut supprimer l'aide publique au développement. Je pense qu'il faut la maintenir. Il y a certains effets positifs. C'est vrai que ici ou là, on a créé des écoles, on a permis l'accès à des soins de santé à des populations défavorisées, etc. Mais je ne pense pas que ce soit si important que cela. Hein. Je crois que, d'autant plus que si vous regardez l'évolution des Nations Unies, de la Banque mondiale, du programme des Nations Unies pour le développement, etc., vous verrez que progressivement, à partir des années 70, très largement, le développement s'est coulé progressivement dans le moule néolibéral à la mode depuis les années 80. Ce qui me paraît aussi important de dire, pour parler de l'aide au développement, c'est que même les projets qui nous paraissent les plus,
les plus intéressants, les plus positifs, les plus porteurs d'espoir d'une certaine manière, les plus intéressants, ne sont pas nécessairement perçus de la même manière par les populations qui sont censées en être les bénéficiaires. Je donnerai qu'un exemple, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée. J'ai un très bon ami sénégalais qui s'appelle Emmanuel Dione et qui était un très bon développeur, si vous voulez, et dans un des quartiers défavorisés de Dakar. Il s'est mis en tête, avec l'aide de ONG, de l'ENDA notamment, de faire quelque chose qui est tout à fait génial, enfin tout à fait utile et important, c'est de faire un tout à l'égout, voilà, qui n'existait pas dans les bidonvilles. Donc on dit, voilà, ça au moins c'est quelque chose de bien. Bon, alors tout ça, ça a été financé par les différentes formes de coopération, des ONG, je ne sais pas quoi, avec la participation locale, comme on dit, parce que le développement doit être participatif. Et voilà, le projet a été conduit à son terme et voilà, il a été inauguré. Et le lendemain de l'inauguration, les gens qui avaient collaboré à son projet sont venus le trouver, puis ils lui ont dit, écoute, cher ami Dione, maintenant qu'on t'a aidé à réaliser ton projet, qu'est-ce que tu pourrais faire pour nous? Et j'ai trouvé cette remarque absolument géniale. C'est-à-dire que les gens, ils se sont dit, bon, il est devenu un grand monsieur maintenant parce qu'il y a eu l'inauguration du projet, il y avait le préfet, le sous-préfet, le ministre du Développement, si ça se trouve, un article dans le journal Le Soleil à Dakar, je ne sais pas quoi. Et bon. Et les gens disent, on t'a aidé à faire ton projet. C'était pas leur projet, c'était ton projet. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Sous-entendu, maintenant que tu as acquis une certaine notoriété, est-ce que tu ne peux pas nous débrouiller un certain nombre d'affaires qui sont pendantes devant l'administration et qu'on n'arrive pas à débrouiller nous-mêmes? Et je crois que c'est un peu ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas tellement l'aide au développement, ce n'est pas tellement les projets. Ce qui importe, ce sont des problèmes politiques, de droits des gens, des droits qu'ils peuvent avoir sur leurs terres, sur la pêche, sur toutes sortes de choses. J'ai eu la chance d'être invité il y a 3-4 ans maintenant au Mali pour un grand séminaire qui regroupait à peu près 80 personnes. C'était essentiellement des Africains. On était, je crois, 5 blancs dans toute l'équipe de 90 personnes à peu près. La plupart se passaient en bambara, mais heureusement, il y avait des gens qui résumaient un peu les interventions parce que je ne parle pas bambara. Et je n'ai pas entendu parler de développement pendant une semaine. Je n'ai pas entendu parler de développement. Non seulement parce que le mot n'existe pas en bambara, comme j'ai dit tout à l'heure, mais enfin, disons que dans la conversation, les gens n'étaient pas en train de dire est-ce que vous pouvez faire un projet ici, est-ce que vous pouvez nous donner de l'argent pour faire ça, Toute la discussion était une discussion politique. Droit d'accès aux ressources, interdiction du coton OGM dans les cultures maliennes, droit de pêche pour les gens qui habitent au bord du fleuve, etc. etc. C'était ça. Et c'est la raison pour laquelle le sous-préfet et le préfet de la région du Mali, c'était au sud du Mali en l'occurrence, étaient invités. Moi, j'ai dit à mon ami qui était un des organisateurs, j'ai dit, mais pourquoi tu nous amènes encore le sous-préfet? Ça va pas dans cette ambiance, ça fait un peu guindé, formel, et puis voilà, il y a tout le respect qu'on doit à monsieur le sous-préfet qui arrive avec sa casquette, ses galons, etc. Il m'a dit, mais t'as rien compris, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Il sera là au début pour ouvrir le séminaire, il sera là à la fin. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il entende
ce que les gens ont à dire. Et il faut que les revendications politiques des gens soient entendues par l'administration. En l'occurrence, c'est un sous-préfet, mais si ça avait été un ministre, ça aurait été encore mieux. Mais il faut que les gens entendent ce qu'on a à dire, et on n'est pas là à pleurnicher, à leur demander des sous. On leur demande des droits, on leur demande quelque chose de politique, parce qu'il ne s'agit pas de remettre encore plus d'argent dans des endroits où l'argent a déjà tout corrompu. Par conséquent, je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui dans l'aide au développement, et il ne faut pas... je ne suis pas sûr que, si vous voulez, l'aide au développement en tant que déversement d'argent soit vraiment une chose importante. Bon, alors, parmi les plus critiques du développement, je pense à mon ami Aminata Traoré. Aminata dit qu'il faut laisser les pauvres tranquilles. Elle est extrêmement virulente. Bon, on peut ne pas être d'accord avec Aminata, mais le problème, c'est pas vraiment ce qu'on appelle la pauvreté. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est un problème de politique pour que les gens puissent avoir droit à leurs ressources, à leurs terres, et qu'ils ne soient pas constamment entravés par des décisions qui viennent d'ailleurs, soit par les bailleurs internationaux, soit par des entreprises étrangères, soit par des gouvernements qui ne cherchent qu'à maintenir leurs privilèges. Alors, je cite un seul proverbe que j'aime beaucoup, qui est un proverbe Tswana, sauf erreur, qui dit « Là où il n'y a pas de richesse, il n'y a pas non plus de pauvreté ». Et je crois que ça dit clairement les choses. C'est-à-dire que la pauvreté, ça n'est pas une question de X dollars par personne et par jour, c'est une question de rapport social. On n'est jamais... on n'est pas pauvre parce qu'on a 2 dollars par jour, ou bien en France, le RMI, ou le RSA, pire encore, mais on est pauvre parce qu'on est pauvre par rapport à quelqu'un qui est plus riche, et par conséquent, éradiquer la pauvreté, c'est une absurdité. C'est une absurdité parce qu'on ne peut pas éradiquer la pauvreté comme j'éradique les mauvaises herbes dans mon jardin, mais la pauvreté est un rapport social. Et je crois que c'est ça, effectivement, le problème, et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, même l'aide au développement, je crois, est en perte de vitesse, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'est accrue de quelques 6% des derniers chiffres d'une année sur l'autre, les derniers chiffres de l'OCDE. Mais bon, on a déjà parlé de la fin du développement avec François Partant, a commencé déjà en 1980, j'ai noté, je ne sais plus où maintenant, 82, a commencé, François Partant a écrit son bouquin « La fin du développement, espoir d'une alternative » en 82. Je crois que un des coups de grâce de l'aide au développement, à mon avis, ça a été les fameux objectifs du développement du millénaire qui ont été promulgués par les Nations Unies en 2000. Et ces objectifs du développement ont, pour dire les choses vulgairement, saucissonné le développement en 8 objectifs. Donc c'est fini le développement intégré, c'est fini de considérer le développement comme un concept en soi, mais il y a des objectifs particuliers, la pauvreté, les femmes, le sida, l'environnement, je ne sais pas quoi. J'ai plus les 8 en tête. Et évidemment, alors après, on fait des calculs et puis on dit, il y a eu une chose absolument extraordinaire qui s'est passée, c'est que c'était au milieu de l'année dernière, sauf erreur, 2014, tout à coup, la Banque mondiale a crié victoire parce qu'on devait arriver à réduire de moitié la pauvreté d'ici l'an 2015. Et voilà qu'en février 2014, ouf, on était arrivé, et il y a eu des communiqués de victoire des Nations Unies et de la Banque mondiale en disant, ça y est, on a réussi notre objectif de réduire la pauvreté de moitié. Alors comment c'est possible ?
Alors, c'était possible. Il y a une chose qui était évidente, c'est-à-dire que une bonne partie de ces pauvres dont il fallait augmenter le niveau de vie, ils étaient en Chine. Comme la Chine a une inflation d'à peu près 6 à 8% pendant quelques années, ça a fait augmenter les salaires. Donc on est arrivé à 1,2 $ par tête d'habitant. Donc ça, mathématiquement, l'inflation chinoise a permis de résoudre le problème, d'une part. Et puis alors, par rapport à ça, il y avait l'objectif numéro 8, c'était de contenir les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, évidemment, que l'objectif n'a pas du tout été atteint. Au contraire, ça a été catastrophiquement, catastrophique parce que, conséquence de la croissance chinoise, l'augmentation des gaz à effet de serre ont pris l'ascenseur. Par conséquent, le fait de découper le développement en 8 objectifs différents permet de peut-être réaliser une fois un objectif et peut-être et en même temps l'autre objectif n'est pas atteint juste par des questions de compensation. Si vous me permettez juste sur ce point-là, parce que oui. Nous sommes d'accord, c'est le seul point d'ailleurs dans ce que vous avez dit jusqu'à présent avec lequel je suis d'accord. Ouh là là. Oh là là. Je voudrais tout de même préciser, parce que c'est ce que vous vouliez dire en réalité, mais je ne voudrais pas que ça entraîne une confusion. Le premier des objectifs du millénaire pour le développement, c'était de réduire de 50% l'extrême pauvreté. Voilà. Pas la pauvreté. Oui, voilà. Donc c'est très important pour le débat, parce que c'est déjà une appréciation qui est faussée, mais si on dit qu'il s'agissait de réduire de 50% de la pauvreté, évidemment c'est une chimère. D'accord. Ah ouais, alors, en parlant de... Alors, après, vous savez que les objectifs du millénaire se terminent cette année, donc il faut bien trouver autre chose à faire. Donc maintenant, on a les objectifs du développement durable. Et l'objectif du développement durable, il y en a 17, il y avait 8 objectifs du millénaire, maintenant il y a 17 objectifs du développement durable qui doivent être réalisés d'ici 2030, donc on a encore le temps, moi je serai probablement plus là pour voir, mais l'article 1 des objectifs du développement durable, je ne veux pas vous contester ce que vous dites, mais c'est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout. C'est prospectif, oui. Sous toutes ses formes partout. J'entends. Dans les OMD, c'était l'extrême pauvreté. Oui, non, mais on est d'accord. Mais maintenant, alors, on a encore, on est beaucoup plus ambitieux, disons. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout. Non, mais je veux dire, comment est-ce que c'est possible que des gens se soient réunis pendant, je crois qu'il y a eu 13 ou 17 séances de consultation sous la présidence de Larry Summers de la Banque mondiale, ex de la Banque mondiale, pour définir ces 17 objectifs, et qu'on commence avec un objectif comme ça, aussi stupide. L'objectif numéro 3, je n'ai pas les 17 dans la tête, vous me pardonnerez, promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges. Mais évidemment, c'est ce qu'on souhaite pour chacun d'entre nous et pour tous nos voisins, que tout le monde soit en bonne santé à tous les âges. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça peut vraiment être un objectif de développement ? J'avoue que j'en doute. D'autant plus qu'après, l'objectif numéro 8, c'est promouvoir la croissance. L'objectif numéro 9, c'est promouvoir l'industrialisation. Et puis le 17e objectif, c'est s'occuper de l'environnement. Donc on est dans une schizophrénie absolument totale, c'est-à-dire qu'on veut tout et son contraire, et surtout on veut des choses qui seront absolument irréalisables, mais on le dit avec beaucoup de sérieux. Et c'est ça qui me navre, parce que ces objectifs du développement durable sont juste... enfin, on est dans les soins palliatifs, enfin, je ne sais pas comment dire, mais... bref. Alors, il me reste 10 minutes. Ouais. Alors, je vais quand même dire 2 mots des alternatives. 2 mots des alternatives. Ce qui me fâche beaucoup dans ces objectifs du développement durable, dont je viens de mentionner quelques-uns maintenant, c'est que on a repris, donc on poursuit
les objectifs du millénaire qui doivent être atteints en 2015, c'est-à-dire à la fin de cette année, et l'Assemblée générale des Nations unies en septembre cette année va promulguer les objectifs du développement durable qui seront valables jusqu'en 2030. Bon, ça donne du temps, mais enfin, bon, ça permet de faire tourner la machine onusienne aussi, etc. Bon. On définit des objectifs du développement durable sans avoir une seule minute. Il n'y a rien dans ces objectifs du développement durable. Il y a quand même des attendus avant qu'on arrive à l'énumération des 17 objectifs. Il y a des longs paragraphes. Personne n'a songé à faire le diagnostic de savoir pourquoi aujourd'hui nous en sommes là. Enfin, si vous êtes malade et que vous allez chez le médecin, avant qu'il vous prescrive des pilules ou je ne sais quoi, il commence par faire une anamnèse. Sinon, ce n'est pas un bon médecin, il faut changer. Mais il faut commencer par savoir pourquoi on est malade, quelles sont les causes, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a ceci ou cela qui ne va pas. Et puis, en fonction de l'anamnèse et du diagnostic, on passe à la thérapeutique. Objectif de développement durable, rien, mais pas une ligne sur le diagnostic. Rien. Pourquoi on en est là? Bouf, c'est comme ça. Alors tout de suite, on va chercher des remèdes. Mais je trouve que c'est d'une inconséquence absolument invraisemblable parce que il faudrait savoir quels sont les problèmes avant d'essayer de les soigner. Alors, je vais peut-être vous fâcher encore un peu plus. Non, vous n'êtes pas fâché, mais ça permettra un débat. Ah oui. Un débat. Moi, je pense que si je devais faire le diagnostic de la situation dans laquelle nous sommes, je pense que le responsable principal, ça ne vous étonnera pas, c'est la manière dont on conçoit l'économie aujourd'hui. Alors je dis l'économie, ou si vous préférez, la science économique, voilà, puisqu'on dit que c'est une science économique, et je ne dis pas seulement la science économique version néolibérale en vogue aujourd'hui, mais la science économique tout court. Pourquoi? Alors, on peut en parler très longtemps, mais enfin, j'ai trois raisons, comme il faut aller vite, trois raisons pour faire ma critique de l'économie, qui sont les suivantes. Ce qui me frappe, quand on étudie l'histoire économique, c'est que cette science, entre guillemets, est née dans une toute petite partie du monde. Imaginez, qui sont les pères fondateurs? Adam Smith, qui était écossais, David Ricardo, qui était anglais, Jean-Baptiste Say, qui était français, et Karl Marx, qui était allemand. Vous imaginez à l'échelle de la planète, ça fait 4 pays qui sont sur le Finistère de l'Europe, pour dire les choses comme ça, et qui ont travaillé à partir de ce qu'ils avaient sous les yeux. Adam Smith, il avait une fabrique d'épingles, chapitre 2 de son célèbre bouquin. Ricardo, il s'occupe des avantages comparatifs en regardant le commerce du drap et du Porto entre le Portugal et l'Angleterre. Jean-Baptiste Say, il découvre que l'industrie naissante en France a des crises de surproduction et par conséquent, il espère que l'offre va créer la demande. Et puis, Karl Marx se lamente sur la misère du prolétariat qu'il avait sous les yeux. Bon. OK. Je ne leur fais aucun reproche. Ils ont travaillé en fonction de ce qu'ils avaient sous les yeux. Fort bien. De quel droit est-ce que ce qu'on peut déduire de ce qui se passe à un certain moment
dans une petite partie de l'Europe, est universalisable à l'ensemble de la planète. De quel droit? Est-ce que vraiment la manière dont on a construit l'économie, à partir de la fin du XVIIIe et dans tout le XIXe siècle, est quelque chose qui peut être vrai partout? Imaginons que ce soit les Trobriandais, les Bambara, les Aymara, les Quechua ou les Balinais qui aient inventé l'économie. Est-ce qu'il y aurait les mêmes règles? Ils auraient découvert les mêmes choses? Ils auraient vu qu'il y avait de la rareté partout? Ils auraient vu que les gens cherchaient toujours leur avantage personnel? Est-ce que ça marcherait comme ça? Je ne suis pas sûr du tout. Et ce sociocentrisme de la science économique me paraît quand même une de ces failles importantes. J'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui, je sais que c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais enfin, je vous le donne quand même, à partir du moment où Evo Morales a été élu président de la République, il y a toute une école critique d'économistes boliviens qui ont préparé le terrain. Ce n'est pas Evo Morales qui a été le porteur de ce projet. Mais enfin, ces économistes boliviens ont lancé bon, c'est dans le cadre de ce qu'ils appellent un plan de développement. Alors bon, il fallait bien mettre ça quelque part, mais ils imaginent une autre chose qui est le bien vivre, qui est une autre manière de buen vivir, ou vivir bien, qui est quelque chose qui est fondé sur précisément les traditions et les pratiques andines et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie telle qu'on l'enseigne aujourd'hui, en disant par exemple on ne peut pas être heureux si les autres ne sont pas heureux autour de nous, il faut avoir une vision cosmocentrique, être en harmonie avec la nature, etc. Donc les présupposés de cette nouvelle manière de concevoir l'économie, à partir des sociétés andines, est complètement différente de ce système économique qui est probablement valable. Ils avaient raison, ces braves gens que j'ai cités, ils ont parlé encore une fois, de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils avaient sous les yeux, mais simplement l'extension de cette théorie à l'ensemble de la planète me paraît un peu exagérée, pour ne pas dire plus. Deuxièmement, c'est l'anthropocentrisme de cette économie qui me paraît critiquable, ou l'hyper-individualisme, si vous voulez, puisque finalement, dans la théorie économique standard, tout part quand même de cet individu, de l'homo economicus, dont tous les économistes, bien entendu, savent que c'est une fiction, et par conséquent, ça n'est qu'une fiction, mais n'empêche que cette fiction est à la base du raisonnement, et que cette fiction de l'homo economicus qui recherche partout son intérêt, quitte à le faire au détriment de ses voisins, c'est quand même le degré zéro de la sociabilité, le marché, j'entends, par rapport aux relations sociales qu'on peut avoir. Dans un marché, il n'y a justement pas de relations sociales. Il faut qu'il y en ait le moins possible. Si vous allez acheter vos oranges à l'hypermarché du coin, vous n'avez pas besoin de parler. Il ne faut surtout pas parler à la caissière. Il ne faut surtout pas parler avec les gens, parce que de toute façon, si vous parlez avec la caissière, ça allonge la file derrière, puis les gens vous se pètent. Par conséquent, vous échangez vos oranges contre vos euros, et on se quitte parce qu'on est quitte. Donc, encore une fois, degré zéro de la relation sociale, alors que je crois que dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, d'ailleurs, les relations sociales ne fonctionnent pas de cette manière-là, et que, sans revenir à la théorie du don et du contre-don de Marcel Mauss, la sociabilité, si on se plaint aujourd'hui du fait que
la sociabilité, que le vivre ensemble est en train de disparaître, etc. Je pense que, voilà, il y a quand même, puisque tout passe par le marché, effectivement que la sociabilité en prend un coup. Et troisième raison pour laquelle je suis fâché contre l'économie, pour dire les choses comme ça, c'est que la théorie économique telle qu'elle a été construite au XIXe siècle ne tient pas compte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entropie, c'est-à-dire le fait que, comme je le rappelais au début, toute production entraîne une destruction et que l'énergie matière se dissipe. Alors, on est bien d'accord que comme cette adjonction, la deuxième loi de la thermodynamique de la dissipation de l'énergie n'a été découverte qu'en 1865, on ne va pas reprocher à Adam Smith de l'avoir ignoré. Ni même à Marx, encore que Marx aurait pu le savoir, ni aux autres. Mais quand même, les économistes du début du XIXe siècle ont cherché à construire une science. Alors pour donner à leurs lecteurs l'impression qu'ils étaient scientifiques, ils ont utilisé très largement le vocabulaire de la physique de Newton. Donc c'était avant la thermodynamique, et c'est pour ça qu'en économie, on vous parle de force, on vous parle de balance, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'élasticité de la demande et de l'offre. Autant de mots empruntés au vocabulaire newtonien. À partir du moment où on bascule de la physique newtonienne à la physique, à la physique thermo, enfin la deuxième loi de la théorie, eh bien, effectivement, tout change. Mais les économistes qui ont suivi, je pense, pour parler, celui qui est peut-être le plus connu des néolibéraux, c'est-à-dire Walras voulait continuer de faire une théorie, il l'a écrit à plusieurs reprises, conformément aux lois de la mathématique et de l'astronomie. Donc il est toujours dans le système newtonien. Et il n'a pas compris qu'effectivement, si on veut faire de l'économie sérieusement, il ne s'agit pas de calculer seulement ce qu'on produit, mais il faudrait aussi tenir compte de ce qu'on détruit en produisant. Et que par conséquent, la destruction qui suit la production et tout finit, notamment l'énergie finit par se dissiper parce que l'essence que vous mettez dans votre moteur, elle finit dans les gaz d'échappement et vous pouvez pas la recycler. Par conséquent, cette indifférence de la science économique à l'entropie, qui encore une fois ne pouvait pas être connue des fondateurs, mais enfin quand même, c'est à mon avis la scientificité de la démarche qui est en cause. Alors, voilà, c'est à cause de ça qu'on en est là. Hein, c'est à cause de ça qu'on en est là, c'est à cause de ça qu'il y a le réchauffement climatique, c'est à cause de ça qu'il y a des inégalités croissantes un peu partout, nous vivons comme des espèces d'aristocrates déchus qui survivent en vendant les bijoux de famille. Ça marche pendant un certain temps, ça vous donne l'illusion d'être riche, mais ce que nous faisons tous les jours, nous, vous et moi, voilà, c'est que nous vivons sur des stocks, ce que j'appelle les bijoux de famille, nous vivons sur des stocks qui vont s'épuiser, qu'on ne pourra pas recycler, et au bout du compte, quand il n'y aura plus de stock, eh ben, il faudra changer. Alors, peut-être qu'on pourrait essayer de changer avant que tout soit détruit, avant que le CO2 soit répandu partout,
Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, alors là je vais revenir à ce que disait peut-être mon ami Serge Latouche à la décroissance. Alors, j'aime pas le mot décroissance, c'est-à-dire, je me suis battu avec Serge là-dessus. Parce que bon, tout le monde maintenant, vous savez que c'est le mantra de tous les politiques de gauche et de droite, on ne va pas faire de distinction. On attend le retour de la croissance, la croissance, la croissance. Enfin, on prie la croissance plus qu'on ne prie Dieu dans les églises. Ok. Alors, après, il y a des gens qui disent on va faire la décroissance. Moi, j'aime pas dire décroissance parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de faux que si on fait l'exact contraire, on va faire juste. Je crois que le problème est plus compliqué que ça. Donc, il ne s'agit pas simplement d'inverser, de revenir en arrière. En plus, parler de décroissance, ça nous met... ça fausse le débat, c'est-à-dire que tout de suite, le débat est porté sur les problèmes économiques. Donc, voilà, on se remet à discuter avec des économistes qui, de toute façon, ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Alors, ils disent, ah, ben, vous voulez la récession, vous voulez ci, vous voulez ça. Rien à faire. Il y a des choses qui doivent continuer de croître et des choses qui doivent décroître. On est d'accord. Mais dire simplement la décroissance, je crois que c'est un peu... Je sais pourquoi on a dit décroissance, parce que ça fait tilt. Ça a été lancé, c'est des publicitaires qui ont lancé ça, comme Clémentin et l'autre, Vincent Chenet. Ils ont dit, ah, voilà, tout le monde nous casse la tête avec la croissance, on va dire le contraire, et puis ça va faire boum. Bon, d'accord, ça a fait boum, mais en même temps, ça entraîne des malentendus qui sont catastrophiques pour le débat, et je préfère, même si malheureusement je ne maîtrise pas cette belle langue, je préfère les Japonais qui disent Datsu Seicho. Et Datsu Seicho, ça veut dire se libérer de la croissance. Et je trouve ça assez bien parce que finalement, ça dit clairement ce qu'il faut faire, à mon avis. Il faut se libérer, se désintoxiquer de la croissance. Et ça évite d'avoir ce renversement croissance-décroissance où on fait le contraire, etc. Donc voilà. Alors, moi, je n'ai pas une proposition, je n'ai pas une solution de rechange. De toute façon, je suis contre le monosystémisme ou one size fits all, comme on dit en anglais, où une seule taille va pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a encore une fois des choses qui doivent croître et des choses qui doivent décroître. Mais il y a toutes sortes de manières d'imaginer cette libération de la croissance, cette manière de sortir de l'économie dans laquelle nous sommes enfermés. Alors, il y a, mais on ne va pas parler de ça, mais je veux dire, juste pour donner des exemples, il y a des gens qui ont inventé les villes en transition, qui essayent de préparer l'après-pétrole. Il y a des gens qui essayent de relocaliser l'économie avec des monnaies locales ou des monnaies alternatives, ça marche. Il y a des gens qui essayent de reprendre la gestion des biens communs, comme la municipalité parisienne l'a fait en remunicipalisant l'eau il y a quelques années, donc ce qui était une bonne idée. Bref, je pense qu'il ne faut pas pleurer sur ce qui ne reviendra pas, mais il faut anticiper la société qui vient, et je crois que la critique de la croissance, la critique du développement, pour moi, c'est un projet d'avenir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je serais très heureux de laisser très vite la parole à Michel Puech. On va juste indiquer comment on va procéder. À mon avis, il y a un point que je voulais examiner, mais qui est résolu d'ores et déjà, qui est que je voulais voir si dans le camp antidéveloppementiste, il y avait des positions distinctives. Un mot près, des croissances, j'ai bien entendu votre précision, vous êtes sur les positions les plus
celle de La Touche ou celle de Ranema, j'avais choisi dans C'est des bons amis, vous comprenez. Oui, bien sûr. En tout cas, je voulais vous dire que vous êtes exactement sur les mêmes positions que j'avais envie de sur lesquelles j'avais envie de vous faire réagir sur la critique que Ranema adresse à la défense qu'il mène de la pauvreté conviviale qui, pendant des millénaires, avait produit et soutenu constamment l'éthique de subsistance. Enfin, vous savez tout ça. Ça ne m'empêche pas de vous offrir mon livre. Merci. J'avais dit les petits que pendre sur ces choses. Mais voilà, donc sur ce point-là, la question est réglée. Vous êtes intégralement anti-développementiste. Donc, ensuite, tout à l'heure, après l'intervention de Michel, j'aurais une observation à faire et 3 questions à vous poser. Après quoi, ça ne dépendra plus de moi. 3 questions brèves, mais 3 questions que je veux vous poser, puis une observation simplement. Voilà, donc je donne la parole à Michel Puech, qui est totalement maître de son propos et de son temps. Merci. Je ne vais pas abuser du temps, mais quand même, vous allez passer un bon moment en m'écoutant avant d'être livré au feu des critiques, donc je vais vous laisser en jouir tranquillement. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et merci pour cette intervention très claire, substantielle et particulièrement stimulante. Je ne suis pas capable de vous adresser des questions critiques parce que je suis trop proche de vos méthodes et de la plupart de vos conclusions. Je vais vous adresser 3 demandes d'approfondissement. Elles ne portent pas sur les thèses, les contenus, d'abord pour des raisons de limite de compétences et aussi pour laisser la discussion s'engager là-dessus sous l'angle critique. Elles portent sur des thèmes philosophiques plus généraux, mais demandent d'approfondissement, sur des fondamentaux et des questions de méthode en fait, et qui est pour le dire avec simplicité, ce que vous m'avez apporté, ce que je vous dois. Et je vous en rends hommage. Premier point sur lequel je veux vous rendre hommage, c'est vous apporter, à mon avis, tout le monde ne sera pas d'accord, une critique non idéologique des idéologies. C'est attristant de voir qu'il y a des critiques dans le présent et dans le passé des idéologies, mais elles utilisent des outils aussi grossiers et aussi dangereux que les idéologies qu'elles critiquent. Et ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous avez dit « j'ai cru au développement » avec un emploi absolu du verbe « croire ». Dans les années 60, tout semblait possible. Vous avez dit « c'était des croyances, on avait des croyances, on était des fidèles ». Vous avez dit « c'est presque une religion ». Mais dans vos dernières publications et vos interviews, vous parlez de l'économisme et du développementisme, on va les appeler comme ça, en disant textuellement « ce sont des fondamentalismes religieux ». Donc, est-ce que vous pourriez approfondir, c'est mon premier point, la différence entre ce qu'on appelle couramment idéologie et un fondamentalisme religieux? Ça nous intéresse particulièrement depuis quelques semaines, la critique des fondamentalismes religieux. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour vous, s'il y a quelque chose, dans la notion de fondamentalisme religieux, qui est plus infamante qu'idéologie? Nous en sommes d'accord. Deuxième point sur lequel je voudrais vous rendre hommage, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la méthode ou de la méta-méthode chez vous. C'est que vous êtes un des rares intellectuels que je connaisse qui est sensible à la contre-productivité des institutions et des actions institutionnelles. Quelque chose qu'on doit à Illich, mais que vous rénovez sur des thèmes plus récents. Vous allez au-delà, vous exprimez un pessimisme et un cynisme sur l'action des institutions. Vous venez de dénoncer le vide qui est ridicule, à mon avis, je suis d'accord avec vous, sur les objectifs des grands programmes des Nations Unies, le fait que ça ne marche pas mais personne ne se pose de questions. Et du coup, je suis aussi entièrement d'accord avec vous sur l'idée que décroissance est une mauvaise notion, qui est une notion elle-même économiste. Est-ce qu'il n'y aurait pas une idée autour de la décroissance? Vous avez dit certaines choses doivent décroître. Lesquelles? Est-ce que ça ne serait pas justement les institutions? Est-ce qu'il n'y a pas une première stratégie minimale qui serait de désinvestir au lieu d'investir? On investit mal, mais réfléchissons à désinvestir. Désinvestir l'action institutionnelle qui occupe tout le terrain. Et l'une des stratégies, vous savez aussi bien que moi, l'une des stratégies de neutralisation de la critique, c'est d'occuper le terrain avec un faux débat et avec de fausses actions. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas approfondir une décroissance qui serait pas économique ni économiste, mais institutionnelle, et qui serait une stratégie d'action minimale qui serait au moins ne pas mal investir ces énergies. Mon deuxième point commence par vous rendre hommage sur un troisième point, c'est que vous désoccidentalisez. Lorsque vous parlez des alternatives,
Vous nous avez fait voyager en Afrique, un petit peu en Amérique du Sud. Je croyais que l'Asie allait manquer, mais pour la reprendre à mon compte, mais vous avez aussi cité du japonais, donc vous m'avez laissé aucun l'Antarctique peut-être, comme continent. Désoccidentaliser, c'est sortir de la vraie pensée unique, en fait. Et comme vous avez dit, qu'est la pensée unique, c'est la pensée d'une toute petite partie du monde, le petit bout européen du continent asiatique, et encore à un certain moment. Très bien. Ce sur quoi j'aimerais avoir un éclairage complémentaire, par rapport à l'ensemble de votre œuvre, c'est comment on peut faire du relativisme culturel à la carte. C'est-à-dire comment on peut prendre l'harmonie avec la nature, le partage non marchand des autres parties du monde que les nôtres, mais pas, par exemple, ce ne sont pas des exemples, les injustices systématiques et structurelles faites aux femmes, la violence ethnique, l'obscurantisme religieux. Comment on peut faire un relativisme culturel à la carte, à partir du moment où on est d'accord pour désoccidentaliser, comment on fait pour le faire intelligemment. Merci par avance pour vos réponses. Je vous en prie, merci Michel. Merci. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur cette notion de croyance et de religion. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais cru au développement. Bon, moi j'ai une définition durkheimienne de la religion. C'est-à-dire que la religion n'a rien à voir avec le fait de croire en Dieu comme ci, Dieu comme ça, trinitaire, unique, j'en sais rien quoi. La religion, au sens durkheimien, c'est ce qui fait l'unité du groupe. Donc chaque groupe social, chaque société s'admire elle-même dans le système religieux, comme dit Durkheim, et par conséquent, il faut que quelque chose soit au fondement du groupe et soit vraiment indiscutable. C'est un peu la même chose que ce que Rousseau appelait la religion civique à un certain point de son œuvre. Je fais une différence entre les idéologies qui peuvent être multiples dans une société démocratique, disons. On peut être de gauche, de droite, écolo, Front National, je ne sais pas quoi. Les idéologies sont multiples, donc les idéologies politiques, ça, dans une société, ça va. En revanche, le développement ou la croissance, ça, on ne touche pas. Que vous soyez de gauche, de droite, etc., la religion de la croissance aujourd'hui, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et quand vous êtes critique comme je le suis, vous êtes à la limite d'être taxé comme un mauvais citoyen. Comme en tout cas un trublion, disons. Hein. Par conséquent, parce qu'on s'attaque à une croyance, et le débat idéologique, on peut le faire. Alors, vous pouvez être marxiste, vous pouvez être libéral, vous pouvez être comme vous voulez, sarkozyste ou hollandais, peu importe. Ça, on a le droit de débattre de ça. Il y a des choses dont on n'a pas le droit de débattre, parce que si vous mettez le doigt dessus, alors là, ça fait sauter le consensus. Et c'est en ça que je trouve que, si vous voulez, je pense que le développement a été longtemps au-delà des idéologies pour faire partie des croyances et, à la limite, devenir, pour certains en tout cas, une forme de fondamentalisme. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre première remarque, mais enfin, je voulais simplement faire la distinction entre ce que j'appelle la religion d'un côté, l'idéologie de l'autre, parce qu'effectivement, l'idéologie, on peut en débattre. La religion, c'est compliqué parce que chaque société a sa religion, des choses auxquelles on ne peut pas toucher, sauf à se faire exclure. Voilà. Alors, bon, je vous remercie de votre remarque sur la contre-productivité des institutions. C'est vrai que j'ai été un peu vacciné. J'ai travaillé pendant 2-3 ans à un truc un peu bizarre qui s'appelle l'Université des Nations Unies. Et j'avais mon bureau dans les Nations Unies
bâtiment des Nations Unies à Genève. Donc j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. J'avoue que c'était assez terrible et assez déprimant. Et j'avais plutôt tendance à m'enfermer dans mon bureau que d'aller voir. Mais j'attends, ces institutions ne peuvent pas fonctionner parce que c'est, comment dire, c'est fait de telle manière que vous ne pouvez pas travailler. Je donne 2 exemples. D'abord, si vous avez votre bureau dans les Nations Unies, vous avez 2 pelles sur votre bureau, in and out. D'accord. Et puis, vous avez des huissiers qui passent toute la journée, qui remplissent le in, et puis vous devez remplir le out, etc. Alors, dites ça, c'est pour le courrier, etc. Non. Vous recevez tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à faire une liste, et puis vous dites, je veux recevoir tous les jours Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, Charlie Hebdo, et je sais pas quoi. Et ça vient. Donc, vous passez votre journée. À la fin de la journée, vous prenez, une fois que vous avez lu, vous mettez dans l'appel out, et puis voilà, ça va au suivant. Donc vous ne pouvez pas travailler dans un système comme ça. L'autre chose qui est extraordinaire, je me rappelle avoir, à l'époque, à la triste époque de l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait une grande conférence au Bureau international du travail, évidemment contre l'apartheid. C'est un machin onusien habituel. Et puis j'avais un ami qui devait intervenir. Alors j'étais à cette séance pour l'écouter. Je me suis dit vraiment, à la fin, je lui ai dit, mais écoute, n'importe quoi ton truc, t'es vraiment mais mauvais, c'était mièvre, il n'y avait pas la verve que tu avais, etc. Il m'a dit, mais quand tu veux qu'on parle comme ça dans une salle où il y a 200 personnes. D'abord, tout le monde a un micro, tu ne peux pas crier dans les oreilles des gens, parce que de toute façon, les gens, ils écoutent la traductrice avec leurs écouteurs, donc ça ne sert à rien de hurler, parce que la traductrice, elle ne va pas hurler non plus. Et puis, regarde comment la salle est faite. Il y a de la moquette partout, il y a de la moquette contre les murs, il y a de la moquette au plafond. Même si tu cries, ça t'entend pas, ça s'entend pas, parce que tout est fait pour absorber le bruit. Et tous les gens qui pourraient taper du poing sur la table, ça ne peut pas passer. Donc ça fait partie de l'environnement des Nations Unies. Et vous avez raison, peut-être qu'il faudrait désinvestir, il faut arrêter de... voilà, effectivement, je pense que ces institutions ne servent, hélas, pas à grand-chose. Alors maintenant, votre dernière question. Comment faire du relativisme culturel à la carte ? Oui, c'est vrai que, comment dire, on ne peut pas cautionner tout ce que les traditions culturelles, comment dire, justifient. Et que vous dites, je ne sais pas, les violences faites aux femmes, les violences ethniques, etc. C'est vrai que ça pose des problèmes. En revanche, oui, c'est aussi une autre manière à nous de voir, d'une part. Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est vécu comme nous pensons que c'est vécu ? Ça, c'est pas... Je ne veux pas justifier je veux pas justifier le mal de cette façon-là, mais je crois que des fois, on comprend assez mal comment les choses fonctionnent. On croit que les gens s'attaquent et puis finalement, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, il y a des choses qui nous échappent, qui sont des fois bizarres. Bon, je parlais de l'Afrique parce que je connais un peu mieux qu'ailleurs, mais toute la question des parentés à plaisanterie, par exemple, vous avez l'impression que les gens sont obligés de s'agresser s'ils appartiennent à une autre ethnie que l'autre. Alors, moi je me rappelle être en voiture avec un ami au feu rouge, il se met à insulter le gars qui était de l'autre côté. Je me suis dit, mais ça va pas, mais pourquoi tu... Et puis il me dit, mais non, mais c'est un tout couleur. Je dis, alors? Et puis ben, je suis obligé de l'engueuler. Et puis il va m'engueuler aussi. Et puis ça marche comme ça. Alors on a l'impression que c'est violent, et en même temps, c'est des choses qui permettent de désamorcer la violence. Je donne un exemple, et c'est rigolo parce que ça m'est arrivé à moi. J'étais
C'était au Mali et j'attendais une étudiante qui devait me conduire à l'université pour donner un cours, puis je ne savais pas où c'était. Bref, je l'attendais qu'elle vienne pour qu'on aille ensemble. Puis j'étais devant le musée de Bamako parce qu'on m'a dit qu'il fallait voir le musée de Bamako, c'est un beau musée. Donc je vais dans le musée, puis mon étudiante n'arrivait pas, alors je prends des photos du musée. Puis je vois trois gros Maliens, des flics, mais des balèzes, je veux dire, vraiment des grands. Et puis il y en a ils viennent tout près de moi, puis ils me disent vous savez que c'est interdit de photographier? Ah, je dis non, je ne savais pas. Puis l'autre me pousse, il dit tu donnes la pellicule? Je me dis oh là là, ça sent l'arnaque. Alors j'avise le plus gros, et puis je lui dis vous appelez comment vous? Il me dit je m'appelle Koulibaly. Ah, je dis Koulibaly. Moi je m'appelle Touré. Donc t'es mon esclave et je vais te faire bouffer des haricots. Et le mec s'est mis à rire, parce que ça faisait partie du jeu, et du coup, on s'est tombé dans les bras, on a éclaté de rire, et puis voilà. Donc c'était de la violence, mais qui a été, qui est déviée, simplement parce que, bon, il faut connaître le truc. Alors bon, il se trouvait que je connaissais l'antagonisme entre les Touré et les Koulibaly, donc heureusement qu'il s'appelait Koulibaly, parce que, enfin, il aurait pu s'appeler Touré, à ce moment-là, j'aurais dit je suis Koulibaly, mais je connais pas tous les trucs, hein. Mais, donc, voilà, ça c'est la violence, mais effectivement, c'est vrai que les violences faites aux femmes, bien sûr que c'est insupportable et que je ne vais pas au nom du relativisme culturel, de l'identité culturelle, justifier l'excision, la burqa et je ne sais quoi. Mais voilà, mais c'est un problème difficile. En même temps, je crois qu'il y a dans ces sociétés des sensibilités à un certain nombre de choses, à la relation en tout cas, parce que ça c'est quand même frappant, la manière dont les gens vivent ensemble quand même, c'est quand même extraordinaire. J'attends une des plus grosses bêtises que j'ai faites, une fois j'étais chez un ami, c'était je ne sais plus où, c'était au Mali, au Sénégal je crois, et puis il m'invite chez lui le soir, et puis il me dit on va aller faire, il faut que j'aille acheter de l'huile pour la lampe, pour qu'on ait de la lumière ce soir pour discuter à l'intérieur de la case, etc. Alors on va dans un petit magasin, c'est une baraque en bois, etc. C'est un petit magasin où il y a un peu tout, enfin, les choses de première nécessité. Et puis il achète de l'huile pour la lampe à pétrole pour le soir, il achète une petite bouteille, il y avait une bouteille comme ça, il y avait moins de pétrole qu'il reste d'eau dans cette bouteille d'eau. Puis la question stupide du blanc qui débarque, je lui dis pourquoi t'achètes seulement ça? Pourquoi t'achètes pas un litre tout de suite pour pas revenir? Il dit mais si j'achète un litre, j'ai pas le plaisir de revenir demain pour discuter avec le gars de la boutique. J'avoue que je voulais rentrer sous terre parce que je me suis dit non là t'as vraiment dit une énorme bêtise, t'as rien compris. Donc voilà, c'est cette sensibilité qui, moi, me touche, et je pense qu'on n'aurait pas inventé l'homo economicus au Mali ou au Sénégal. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, comme annoncé, je voudrais d'abord faire une remarque et puis ensuite poser 3 questions. Je consacrerai 1 minute à chacune de ces questions. La remarque, c'est que, personnellement, mon sentiment est que c'est beaucoup plus complexe, que la plupart de vos énoncés, je ne peux pas, le temps qui nous reste est trop bref, mais on pourrait le montrer, ne sont ni vérifiables ni falsifiables. Et c'est quand même toujours quelque chose d'inquiétant. Voilà, donc ça, j'attire l'attention parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, première remarque, enfin, plus exactement première question, est-ce que vous êtes sûr que votre assaut très violent et unilatéral contre l'apparition des échanges dans une société, c'est-à-dire l'apparition du marché, soit vérifiable ou inversement falsifiable quand vous le prononcez ou le présentez de façon aussi
univoque, uniforme, comme si c'était toujours une catastrophe. Je vous fais simplement observer, vous me répondrez bien sûr, j'enchaîne mes 3 observations, remarques, questions. Est-ce que dans une société où il n'y a pas de marché, aucun marché, nous ne risquons pas d'être dans une société, c'était ce que pensaient par exemple les Polonais de Solidarnosc quand ils se battaient pour qu'il y eut un minimum de marché dans le monde où ils vivaient en 1982-83. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il n'y a pas de marché, il y a déjà un certain nombre de libertés qui sont celles d'acheter et de vendre, d'acquérir et de... etc., et qui sont amputées. Donc, est-ce que c'est si simple de dire le marché, c'est une catastrophe, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est beaucoup plus complexe d'appréhender le marché, les marchés d'abord. Deuxième remarque, question, vous soutenez que la pauvreté est au fond une catégorie que nous évaluons à partir de nos propres intuitions contextuelles d'occidentaux et que nous n'évaluons pas objectivement la pauvreté des autres. C'est la position de Majid Ranema dans son livre, Quand la misère chasse la pauvreté. Déjà, tout est dans le titre. Quand la misère chasse la pauvreté. Moi, je vous demande simplement si vous considérez vraiment que, par exemple, si vous accordez qu'un homme, un être humain qui meurt à 52 ans d'une douloureuse maladie, est un être qui a été privé d'une partie de son existence, privé d'une partie de sa liberté, privé d'une partie de son potentiel de vie. Quand un peuple a comme donnée de faiblesse de son développement humain, quand un peuple est un peuple où il y a une espérance de vie qui est à 52 ans, espérance de vie moyenne à la naissance qui est à 52 ans, comme c'est le cas au Cameroun, ou à 62 ans, comme c'est le cas en Haïti, ou à 82 ou 83 ans, comme c'est le cas au Japon, est-ce que vous estimez réellement qu'il n'y a pas là une différence objective, avec un potentiel dont un peuple où l'espérance de vie moyenne est à 52 ans, et chacun de ces individus se trouve ipso facto privé, amputé. Alors pour dire que ce n'est pas le cas, il faut que vous vous placiez d'un point de vue paternaliste, ce qui doit vous arriver de temps en temps, j'imagine, et que vous m'objectiez, mais 30 ans de plus pour faire quoi? Mais peu importe, précisément. 30 ans de moins que ce que peut faire un Japonais à la naissance, ou 10 ans de moins dans les 2 autres exemples que j'ai pris. Est-ce que ça, vous estimez que c'est une optique relativiste, ou plus exactement universaliste dogmatique, qui me fait apprécier ce dont tel ou tel peuple est privé à partir de nos propres valeurs, mais qu'il n'y a pas là une dimension de privation objective? Et puis ma troisième remarque est beaucoup plus brève encore. Je ne suis pas du tout convaincu par votre critique de l'aide au développement, en ce sens que on peut se demander si dans l'aide au développement, ce qui fait le plus problème, c'est non pas le développement, parce que là, par exemple, sur la catégorie que je viens d'évoquer, il y a une dimension objective qui est l'espérance de vie à la naissance. Mais est-ce que ce qui fait le plus problème dans l'aide au développement, c'est pas l'aide dont vous n'avez pas dit un mot, et question à laquelle je suis très sensible parce que nous travaillons en vue d'une journée qui va avoir lieu sur cette question, et puis parce que c'est vrai que même au plan individuel, on voit que la relation d'aide, c'est un très grand paradoxe, mais qu'on éprouve, pour ainsi dire douloureusement, dans nos métiers, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas dans la relation d'aide quelque chose qui introduit un dénivelé qui peut être appréhendé comme étant une vassalisation, une domination, etc. Et là, de cela, qui est vraiment pour moi une difficulté réelle, vécue, je veux dire, dans les relations d'aide, et à mon avis, ça vaut pour les individus, ça vaut pour les collectifs, est-ce que là, il n'y a pas un véritable problème dans la transmission, en quelque sorte, du développement, quand il prend la forme de l'aide? Je veux dire, l'échec retentissant survenu en Haïti après le tremblement de terre, sous la forme d'une aide massive, est de ce point de vue quelque chose qui fait question et que vous n'avez pas interrogé. Donc voilà mes trois remarques. J'avais une dernière qui est conclusive, qui est aussi une question si vous voulez, mais je dirais que je ne suis pas d'accord avec non plus avec votre opposition au fond
vous avez pondéré en refusant le terme de croissance parce que c'est encore trop économiciste, selon vous. Bon, je comprends bien l'objection, mais enfin, c'est une objection à l'intérieur de la même position. Et ça consiste, au fond, à incriminer la globalisation comme telle, la mondialisation comme telle, et à prôner quelque chose qui n'en fait pas partie. Alors, vous dites qu'il ne faut pas se retourner et penser en termes de ce qui a été, mais est-ce que vous ne pensez pas plutôt que ce qu'il faudrait essayer de penser vraiment. Je n'ai jamais dit ça comme ça, mais je le dis, je le pense depuis plusieurs mois, c'est essayer d'être un instant authentiquement alter-mondialiste, c'est-à-dire d'évoquer une autre mondialisation, une autre globalisation, mais une mondialisation, une globalisation, y compris économique, mais une autre façon de l'inscrire dans la réalité qui éventuellement... je n'ai pas de solution à la question que je pose, mais ça dessine en tout cas une autre posture qui ne passerait éventuellement pas par la critique extrêmement vive que vous faites que vous avez élevée contre la globalisation et la mondialisation, mais pas pour revenir vers autre chose où ceci n'existait pas, comme l'absence de commerce, l'absence de propriété, l'absence d'appropriation, etc., mais une autre façon de mondialiser ou de globaliser, qui éventuellement fasse l'économie du problème de l'aide, qui est tellement pervers, individuellement comme collectivement, que ce serait déjà une alter-mondialisation que de mondialiser sans aide. Ce que je ne sais pas faire. Mais on peut au moins soulever ce problème. Voilà mes trois difficultés avec votre position. Merci. Non, mais j'aime beaucoup cet échange et ce débat. Je crois que vous avez raison que, bien entendu, les choses sont plus complexes que ce que je n'ai pu dire en une heure. J'entends, voilà, je suis un peu cadré là. Il faut que je présente mon propos un peu dans ce cas-là, si à la hache. Soyons d'accord sur un point. Pourquoi ne pas partir de la fin, par exemple? Pourquoi, quand vous posez une des bonnes questions possibles à la fin, qui est de savoir comment on pourrait faire pour penser autrement ce dans quoi nous sommes, et non pas faire marche arrière vers ce qui est passé, qui est dépassé, vers quoi nous ne voulons pas revenir. Personne ne veut revenir à la pauvreté choisie. Personne. Non. Donc pourquoi ne pas partir de là? Et pourquoi y arriver seulement au bout d'1h10? C'est ça que je ne comprends pas, si vous voulez, dans la démarche. Parce que c'est ça la question. Non, mais attendez, je vais quand même répondre aux trois questions. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai fait une critique catastrophiste du marché, pour reprendre un peu vos termes. Qu'est-ce que ce serait une société sans marché? Alors, je pense que j'aurais dû là aussi être peut-être plus nuancé. J'aurais dû dire que je m'élève contre l'omnimarchandisation et même Mauss disait qu'il y avait du marché dans toutes les sociétés. Donc je ne pense pas qu'on puisse échapper totalement au marché. Simplement, au moment où le marché devient le seul moyen d'échange, c'est là où les choses commencent à devenir un peu compliquées et dangereuses. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les marchés, qu'il n'y aura jamais... enfin, encore une fois, peut-être qu'il n'y a pas de société sans marché. Simplement, entre les sociétés qui seraient sans marché d'une part et une société où tout est devenu marchandise, je crois qu'il y a de la marge entre les deux et que par conséquent, ce qui me frappe dans la société dans laquelle nous sommes, c'est qu'effectivement, tout aujourd'hui passe par le marché et que les choses qui ne passent pas par le marché relèvent simplement du domaine privé, des échanges amicaux, etc., etc. Bon, ok, il faut que je fasse vite. Mais maintenant, sur la pauvreté, ce que vous dites de l'espérance de vie, etc., vous parlez de Cameroun, de Cameroun et des Haïtiens par rapport aux Japonais. Pourquoi est-ce que... C'est une différence objective. Oui, non, mais pourquoi est-ce que les Camerounais et les Haïtiens ont une espérance de vie de 52 ans? Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Je ne vais pas parler de Boko Haram qui attaque aujourd'hui, mais j'entends, ce pays est en voie de décomposition, a été dirigé par un autocrate absolument pervers. Haïti, c'est pire encore, et je veux dire qu'en Haïti, j'entends, il n'y a pas de pays, à part Israël, il n'y a pas de pays qui a été plus aidé que Haïti. Et la catastrophe de l'aide en Haïti, c'est un des exemples absolument
extraordinaire. De l'aide, pas du développement. Non, De l'aide. Ben oui, mais on a déversé des sommes considérables. Tout le monde s'est précipité sur Haïti au moment du tremblement de terre, etc., pour un résultat équivalent à quasiment zéro. Moi, je connais des gens, mais qui depuis des décennies essayent d'aider les Haïtiens à créer des écoles et des machins. Je pourrais vous donner toutes sortes d'exemples. On a l'impression que ça ne marche pas parce que ce pays est englué, mais c'est les Haïtiens qui le disent, dans une espèce de, comment dire, d'incapacité à bouger parce que tout est entravé. Donc, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas responsable aussi de ça, d'une certaine manière, d'avoir permis à M. Biya de diriger le Cameroun pendant aussi longtemps avec les méthodes qu'il a utilisées, et qui fait que les Camerounais... Parce que finalement, augmenter l'espérance de vie, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, si je peux dire. Je veux dire ça. Comment dire, si au moins les soins de santé primaires étaient là, si les gens avaient accès à l'eau potable, si les gens avaient le tout à l'égout. Oui, d'accord, mais alors qu'on commence par des choses très simples, mais qu'on commence pas par faire des usines, des barrages électriques et des usines de traitement comment ça s'appelle, le grand barrage du Cameroun, j'ai oublié, mais enfin pour extraire, je sais pas quoi. C'est pas ça qui va développer les gens. Donc, étant donné que les priorités du gouvernement sont ailleurs que dans les choses simples qui pourraient augmenter le bien-être des populations et qui pourraient du coup faire croître l'espérance de vie de leurs administrés, comme on ne veut pas faire ces choses simples, ben évidemment, c'est la catastrophe. Donc là, je crois que, mais je suis d'accord avec vous, qu'un potentiel est perdu. Qu'effectivement, mais pourquoi les Japonais, ils vivent jusqu'à 82 ans, puis les Haïtiens jusqu'à 52 ? Il n'y a qu'à voir comment fonctionne la société japonaise et comment fonctionne la société haïtienne. On est dans des mondes complètement différents, j'entends, du point de vue... Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se promène avec un masque sur le visage pour monter dans l'autobus, mais je veux dire, il y a un minimum comment dire, d'hygiène élémentaire qu'on ne trouve pas ni au Cameroun ni en Haïti. C'est-à-dire que sans accès à l'eau pendant les 2 tiers de la journée, c'est difficile. Ben voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par ça ? Et comment, expliquez-moi. Le développement. Moi, je ne comprends pas pourquoi les milliards qui ont été déversés sur Haïti depuis le tremblement de terre n'ont pas permis au moins de faire ça. Je ne comprends pas. Et puis sur la mondialisation et l'altermondialisation, non, il y avait un truc sur l'aide au développement. Alors, je suis d'accord, ce qui fait problème, c'est l'aide. Comme dit un proverbe, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, c'est effectivement le problème de la relation qui est problématique dans le cas de l'aide. Alors, comment il ne faut pas aider, voilà, peut-être, mais ça, je crois que... Je ne veux pas dire qu'en même temps qu'il ne faut pas aider, en même temps, j'ai discuté avec des amis psychiatres et psychanalystes sur la relation d'aide. Je crois que c'est très compliqué. Oui, et que par conséquent, c'est très difficile d'aider quelqu'un, parfois même contre son gré, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de ces... Avec son gré. Oui, mais il y a aussi des fois de l'aide qui a été contre enfin, les deux. Mais je suis d'accord que le problème de l'aide, la relation d'aide, mériterait d'être... je sais pas, on n'a peut-être pas le temps maintenant, je vois que c'est déjà 8 heures. Puis l'altermondialisation, moi je suis d'accord, mais je ne suis pas... Encore une fois, je ne pense pas qu'il y a une solution. C'est ça le problème. Je crois que moi je ne suis pas monoparadigmatique. C'est-à-dire, je veux dire, il n'y a pas qu'une chose à faire qui, encore une fois, c'est pas la décroissance parce que c'est le contraire de la croissance, c'est pas l'antimondialisation parce que je suis contre la mondialisation. Il y a peut-être d'autres manières de faire, mais l'altermondialisation, oui, il y a des altermondialistes. Je suis ravi que vous ayez utilisé le mot, qui veulent voir
Bon, ça c'est un peu plus compliqué s'il faudrait entrer dans le débat avec les altermondialistes, parce qu'ils sont aussi pour le développement, mais un autre développement, enfin c'est tout. Précisément, toute la question est là. C'est toute la question. Je ne dis pas qu'ils ont une posture qui est suffisamment compréhensible des difficultés, je ne dis pas du tout ça, mais c'est quand même une autre formule. Oui, c'est Attaque, c'est Haribet, c'est ces gens-là. Mais là, je pense que... Est-ce qu'on a le temps de prendre une question, madame? Une. Non. Donc je dis parce que sinon on n'entendra pas quand on va vouloir vous écouter. Donc vous dites, vous insistez sur le fait que c'est pas à nous de leur donner la leçon, mais c'est eux qu'il faudrait écouter. Est-ce que ça n'est pas ça la clé? C'est ce que j'ai dit. Voilà, oui. Oui. Oui, voilà. Ouais. Moi, ça fait 30 ou 40 ans que je travaille avec les gens du Sud. Je me suis jamais posé la question de me poser. On est face à l'urgence. Non, mais bon. Ils décident de ce qui est important et de ce qui est fait. Et nous, on est là pour les aider à mettre en place les choses. Ouais. S'ils se trompent, ils se trompent. C'est pas à nous de leur dire ce que vous faites, c'est pas bien. Ah, je suis en- On est là pour les aider techniquement. Et les aider à trouver de l'argent pour que leur projet puisse se... Je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Mais simplement, généralement, ils sont aussi entravés pour faire ce qu'ils voudraient faire, parce qu'ils ne sont pas... Ouais, c'est le problème des... C'est ça que j'ai voulu mettre en évidence, c'est que les gens, ils veulent faire quelque chose, ils ont une bonne idée, et puis voilà, paf, pour une raison ou une autre, politiquement, ils sont entravés et ils n'arrivent pas à le réaliser. Donc c'est pour ça que je dis que le problème, c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de sous, c'est pas un problème. C'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce que on les empêche de faire ce qu'ils voudraient vraiment faire. Donc là, il y a un problème. Ouais, le problème politique, à mon avis, au moins aussi important que le problème économique. Nous allons rester là. Merci beaucoup pour cet échange vif. Merci. Merci à vous.